Bon, mais bonjour, merci d'être là en présentiel ou en distanciel ou sur la vidéo qui sera diffusée après sur la chaîne YouTube. Donc, on se retrouve aujourd'hui, c'est pour le 6e forum d'échange clinique. Donc, c'est le dernier de la saison, on va dire. Sachez qu'il y aura l'année prochaine d'autres échanges cliniques. Il avait été question au début de l'année de faire une journée complète destinée aux soignants pour se rencontrer sur des thèmes différents, faire des tables rondes qu'on avait un peu intitulé Les équipes parlent aux équipes. Donc ça se fera, mais des contraintes d'organisation ça nous a contraint un peu à la reporter à l'année 2026, début d'année 2026. Sachez aussi que vous pouvez, faire des présentations lors de ces forums, si vous avez une spécialité, une expertise dans quelque chose, sur des choses, des sujets divers sur lesquels beaucoup de gens se posent des questions. Vous pouvez faire une présentation, que ce soit ceux qui sont en direct ou à l'extérieur. Il suffit de nous contacter, moi ou le docteur Kivitz, et on va préparer le planning de l'année prochaine à la fin de l'été. Voilà, donc soyez attentifs à vos mails. Vous recevrez un appel à communication pour ceux qui le veulent. Donc, on remercie tous ceux qui ont participé au cours de l'année et ceux qui ont présenté aussi. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Olivier Galibert. Je te laisserai te présenter sur le thème du syndrome de Diogène. Donc, je te passe la parole, Olivier, pour expliquer un peu où tu travailles, qu'est-ce que tu fais et le thème que tu vas nous présenter. Et ce suivra après 20-25 minutes, ça va dépendre de présentation. On aura un échange, on peut échanger aussi nos expériences et se poser des questions sur la clinique concernant le thème abordé aujourd'hui. Merci Mathieu. Donc, moi, je suis Galibert Olivier, infirmier en pratique avancée au CMP de Rodez. C'est la deuxième fois que j'interviens sur ces forums cliniques. La première fois, c'était sur la bipolarité. Aujourd'hui, sur le syndrome de Diogène. Alors, je vais vous présenter un petit PowerPoint là, que j'ai trouvé déjà assez intéressant à réaliser. Tout le monde en psychiatrie en a quand même plus ou moins entendu parler. Mais souvent, à part le côté, je dirais, spectaculaire d'une maison pleine, encombrée de déchets ou de choses variées, finalement, il y a quand même des zones de flou. Donc, c'était pour lever un petit peu ça, pour faire le point aussi sur les différentes approches, puisqu'on va voir que, par exemple, dans le DSM ou dans la CIM, il y a d'autres approches du syndrome de Diogène. Donc tout d'abord, syndrome de Diogène, vous voyez sur la photo, il y a un personnage qui est dans une jarre, assez dépouillé avec des chiens autour. Donc ça fait référence à un philosophe de l'Antiquité. Cette expression de syndrome de Diogène fait référence à un philosophe de l'Antiquité qui s'appelait Diogène de Sinope. Alors c'est intéressant parce que on va voir que finalement la philosophie prônée par cette personne, par ce philosophe, et l'utilisation du terme syndrome de Diogène, finalement, est un petit peu presque à l'opposé, et que ça pose question. Donc Diogène de Sinope, c'est un philosophe grec qui vivait au IVe siècle avant Jésus-Christ. Philosophie, c'est un philosophe cynique, donc il présentait une apparence physique négligée. Dans sa philosophie, il prônait un rejet des normes, des conventions sociales, des honneurs, pas de possession matérielle, s'affranchir du superflu. Alors que là, on est dans une accumulation de matériel. Vous voyez, on est sur quelque chose qui est quand même assez contradictoire. Pas de pudeur corporelle, ça pouvait lui arriver de se masturber en public. Et il vivait dans une jarre à l'entrée de sa cité. Bon, justement, par rapport à tout ça, le nom de Diogène est critiqué. L'image du philosophe ascète qui apprenait le vide, qui est posée sur une exacerbation du plein, peut questionner. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'apparemment, et on va voir dans l'histoire de ce terme, que les médecins auraient retenu l'apparence, la misère matérielle, la saleté, le rejet des conventions, sans tenir compte du message philosophique qui était un message philosophique inverse.
Il y a plein d'anecdotes sur Diogène. On le voit souvent avec une lanterne. Il cherchait un homme en plein jour. Il allumait sa lanterne comme ça, il se baladait dans les rues de la cité. Autant vous dire qu'il aurait fini chez nous s'il avait été un de nos contemporains. Et un jour, Diogène il rencontre un enfant qui boit avec ses mains dans une fontaine. Et il a une écuelle. Et il fait, mais finalement, cet enfant vient de me donner une leçon. Il jette son écuelle et il prend juste l'eau entre ses mains parce que finalement, il faut se débarrasser du superflu. Donc l'utilisation du terme de syndrome de Diogène, alors, si vous aimez la philosophie, c'est un petit peu comme avec l'épicurisme. Vous êtes épicurien, mais quand on se penche sur la philosophie épicurienne, c'est un petit peu l'inverse. Ça pose question. En fait, le syndrome de Diogène, il a été décrit pour la première fois par deux médecins, Macmillan et Shaw en 1966, et ils l'ont appelé le syndrome de décompensation sénile. Mais le terme de syndrome de Diogène a été proposé pour la première fois en 1975 par un médecin britannique, Anthony Clark, et lui décrivait un groupe de 30 patients gériatriques qui se caractérisaient par des comportements suspicieux, de l'hostilité, manque de convivialité, état de négligence et surtout un entassement d'objets entravant les déplacements au sein du domicile. Alors, c'est deux médecins britanniques. À partir de là, le syndrome de Diogène a été défini comme, en gros, un trouble comportemental où s'entremêle une accumulation compulsive d'objets, ce qu'on peut aussi appeler la sillogomanie, un entassement d'objets qui entrave les déplacements au sein du domicile, une négligence prononcée de l'hygiène, personnel et domestique. On peut ajouter à l'accumulation des excréments, des cadavres d'animaux, on le verra un petit peu plus tard. Et un isolement social profond, voire une marginalisation dont la personne ne se plaint généralement pas. On va voir qu'on peut aussi greffer plein de choses au syndrome de Diogène. Il n'y a pas un profil pathologique type qui aura un syndrome de Diogène. Il y a plein de profils pathologiques qui peuvent avoir un syndrome de Diogène. Alors, il y a d'autres termes qui ont été proposés ou qui sont associés, comme la dysposophobie, accumulation pathologique ou compulsive, syndrome de la maison désordonnée, syndrome de Avichan et Silnil. C'est dans un roman de Dickens, Les Grandes Attentes, qui correspond dans la description du personnage à un syndrome de Diogène. Syndrome de Piouchkin, même chose dans un roman, je crois que c'est de Gogol, l'écrivain russe, et le terme de thésaurisation pathologique. Quand j'ai fait ces recherches sur le syndrome de Diogène, j'ai trouvé des informations contradictoires, dont une sur un site qui était relativement fiable, comme quoi il n'y a pas de maladie type du syndrome de Diogène. En cherchant, non, en fait, il y a une pathologie qui est classée, par exemple dans le DSM et dans la CIM, et avec les critères du Diogène. Cette classification, c'est la thésaurisation pathologique. Alors, thésaurus, c'est un trésor, et la thésauriser, c'est le fait de mettre de l'argent de côté sans le dépenser ni le faire fructifier. Et dans le DSM, on le retrouve dans la famille des troubles obsessionnels et apparentés. Alors, rapidement, pour avoir une définition, si vous voulez, il y a des critères, dont le critère A, difficulté persistante à jeter ou se séparer de certains objets indépendamment de leur valeur réelle. Critère B, souffrance associée au fait de jeter des objets, ce qui est aussi important, on verra tout à l'heure. Critère C, accumulation d'objets qui envahissent et encombrent les lieux d'habitation. Vous voyez, on est vraiment dans le Diogène, mais avec un aspect nosologique un petit peu différent. Et critère D, l'accumulation entraîne une détresse cliniquement significative, etc. Notion d'amas, d'objets encombrants. Il y a une petite subtilité, c'est qu'au niveau des accumulations, elles peuvent être intentionnelles ou non intentionnelles. Il y a une volonté d'accumuler les objets, de garder, ou les objets restent parce que des fois on n'arrive pas à les jeter. Par exemple, les poubelles, on ne va pas les vider, il y a tout qui s'accumule. Mais avec l'intentionnalité, la personne peut ressentir une souffrance lorsque les possessions sont enlevées, et lorsqu'elle est non intentionnelle, finalement, ça ne va pas provoquer de souffrance ou ça ne va pas déranger le patient lorsque tous les objets, tout va être nettoyé. Le trouble de théorisation pathologique, ça diffère d'un comportement de collection normale, lequel est organisé, et la quantité d'objets peut être assez similaire, mais vous avez d'un côté ce qu'on peut appeler le collectionneur qui sature son espace d'habitation avec des objets, et le Diogène qui, si vous voulez, lui, n'est pas dans la collection, va amasser.
D'autres caractéristiques incluent l'indécision, le perfectionnisme, la procrastination et la difficulté à planifier. Avec acquisition excessive, non seulement on peut accumuler des biens, mais on peut aussi avoir des achats compulsifs qui font qu'on les accumule. Et des achats qui vont faire que le colis va arriver chez soi, on ne va même pas l'ouvrir. C'est le fait de savoir que l'objet est là. Ça peut aller jusqu'à... Acquisition peut être aussi d'objets gratuits, des prospectus ou d'objets jetés dans la rue également. Ça, c'est pour le DSM. Donc, on retrouve la classification DSM et CIM F42. Voilà comment ça peut être classé. Au niveau de l'épidémiologie, vous avez à peu près, de ce que j'ai pu trouver, une personne sur 2000 dont la situation peut être préoccupante. Ça existe chez les jeunes, ça concerne plus les personnes âgées de 70 à 80 ans qui vivent seules. Les femmes sont plus facilement touchées, toutes les catégories sociales sont représentées. Alors, c'est le syndrome de Diogène. On le retrouve avec un large éventail de troubles neurocognitifs, incluant là ou les démences, psychose, comme avec une schizophrénie par exemple, lésions du lobe frontal, déficience intellectuelle, troubles de la personnalité, abus de substances, autisme, troubles affectifs, troubles de stress post-traumatique. J'avais trouvé une information qui était la suivante. Les personnes qui ont été survivants des attentats du Bataclan, il y a à peu près 20% qui ont développé un syndrome de Diogène. Je me suis dit, oula, ça c'est une sacrée information, ça doit faire beaucoup. J'ai cherché la source, c'est impossible à trouver. Il n'y a pas de source, je pense que c'est une fake information. Ce qui ferait sur à peu près, je crois qu'il y avait 1400, 1500 survivants, ce qui ferait à peu près 250 à 300 personnes. Et il n'y a aucune étude sur le sujet, mais c'est repris par certains médias. Bon, si vous le trouvez, soyez pas surpris, mais quand on va chercher la source, on ne l'a pas. Ce que je veux dire aussi là, c'est qu'il y a vraiment un large éventail de pathologies où le syndrome de Diogène peut émerger. C'est pas vraiment quelque chose qui, c'est pas une niche simplement. Ce que tu veux dire, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'informations liées à la fantasmatique de ça. Exactement, Voilà, exactement. qui sont triées. Alors c'est quelque chose qui a été, je fais cette parenthèse, mais qui a été dernièrement mis en avant par Thibaut InShape, qui avait participé, entre autres, qui est le premier youtubeur français il avait accompagné une entreprise qui nettoie les syndromes de Diogène. Alors c'est toujours ce côté spectaculaire comme en avant, un petit peu comme un Gilles de la Tourette ou des choses qui permettent aux médias, si vous voulez, d'attirer du public. C'est vendeur, quoi, voilà. Donc, au niveau du syndrome de Diogène, bon, il y a la découverte d'un habitat encombré par des objets ou des détritus, pardon. Habitude de collecte anormale ou de collectionnisme, ça peut aussi dépasser au cours de la vie le côté simple collectionneur et prendre vraiment une autre ampleur. La collecte d'animaux, on peut appeler syndrome de Noé également. Vous arrivez dans les endroits où il y a 50 chats, 40 chiens, là on voit bien sur l'image, hein. C'est des choses qu'on peut retrouver. Et au niveau des profils, souvent on a une tendance à la misanthropie, dans le sens où la personne se méfie un petit peu de ses semblables, donc côté marginalisation, retrait social, conduite d'évitement concernant les soins médicaux, incurie ou inversement, obsession pour la propreté individuelle. Les personnes qui présentent aussi un syndrome de Diogène, elles peuvent garder une bonne présentation. Et c'est quand on va aller chez elles, de façon fortuite, qu'on va découvrir le syndrome de Diogène. Il est souvent dissimulé, voire nié. Il est souvent découvert, donc je vous disais, de façon fortuite. On en a parlé juste avant avec des échanges d'expériences. Par exemple, le calendrier des pompiers. Pompier qui sonne à la maison, bonjour, la porte qui s'ouvre, ou la fenêtre, parce que la porte ne peut plus s'ouvrir. C'est souvent aussi le voisinage qui s'en rend compte et qui donne l'alerte à cause de mauvaises odeurs ou encore invasion d'insectes, de rongeurs, des désagréments qui sont liés à l'accumulation, à l'entassement d'objets. Alors, ces entassements d'objets, ça va provoquer beaucoup de choses. Des comorbidités, les infections cutanées causées par les blessures, objets coupants, tranchants, tout ça, c'est laissé là. Les infections respiratoires à répétition, imaginez des objets comme ça dans un endroit confiné avec de la moisissure, etc. Signe de carence nutritionnelle. On n'a plus accès au frigo, donc finalement, on ne va plus manger que certains aliments. Tout le frais va pas pouvoir être stocké. Tout ça, il va y avoir, si vous voulez, des réactions en chaîne.
les infections digestives causées par les parasites, des diarrhées aiguës, des parasitoses, et bien sûr des risques d'incendie, d'effondrement, où tout l'habitat peut brûler si c'est par exemple dans un appartement avec un voisinage, tout le monde peut être touché, etc., quoi. Donc il y a vraiment une mise en danger qui est associée au syndrome de Diogène. Vous avez en photo là des personnes, il y a des entreprises qui sont chargées aujourd'hui de nettoyer spécifiquement les syndromes de Diogène. Alors comment ça se passe? Alors j'ai écouté une ou deux émissions où il y a des intervenants de ce type. Alors ce qui est important, c'est d'essayer d'établir un lien de confiance. Ça dépend aussi du contexte, si la personne est là, si des fois elle est rentrée en institution, qu'elle va plutôt s'orienter vers un EHPAD, le cas est différent si vous voulez. De toute façon, il faut qu'ils évaluent la situation et se rendent au domicile. Les interventions se font souvent, je dirais toujours par binôme, voire par trois, tout simplement parce qu'ils évoluent dans un environnement qui est dangereux. Quand on nettoie, il va y avoir des risques d'effondrement, il peut y avoir des risques de blessures où la personne peut se retrouver d'un seul coup coincée parce qu'il y a un gros tas de livres qui est tombé dessus, ou etc. Donc, ils interviennent toujours à plusieurs. Gestion également des conflits de voisinage, ce qui demande des médiations. Tous les professionnels sont sollicités, professionnels soignants, assistantes sociales, etc., etc. Matériel de protection pour les soignants ou les intervenants se rendant au domicile. Et donc, je vous disais, il y a des entreprises spécialisées dans le nettoyage et le désencombrement et les désinfections, avec des interventions protocolisées. Je vous invite à écouter, je ne l'ai pas mis là, il y a d'excellents podcasts où vous avez des témoignages d'intervenants et avec toujours des histoires assez croustillantes. C'est vraiment, c'est assez marquant. Donc, plusieurs possibilités d'accompagnement. Et je vous disais aussi tout à l'heure, suivant les étiologies, c'est une personne âgée qui va quitter son domicile parce qu'elle va aller en EHPAD. Si c'est quelqu'un qui va revenir chez lui, donc il va y avoir différentes possibilités. Partenariat interprofessionnel, services sociaux également, environnement, institutions, mairie, procureur. Idéalement, de l'alliance, de la relation. Par exemple, s'il y a un Diogène associé à une schizophrénie ou à un trouble psychotique délirant, avec un traitement, il peut y avoir une disparition des troubles. Quand les prises en charge s'arrêtent, il s'agit rarement d'une décision de l'intervenant, mais souvent d'un événement extérieur qui vient faire rupture. Alors pour terminer, une question qui se pose dans les lectures que j'ai faites, il y a aussi les patients Diogène qui se suicident parce que tu as vidé leur maison et que c'est insupportable pour eux. Donc ils préfèrent mourir plutôt que de revenir dans leur maison qui est vide. C'est quelque chose dont il faut tenir aussi compte. Ça dépendra du profil qu'on a en face. La question des représentations que nous, on a du syndrome de Diogène. Au niveau des personnes qui interviennent et des soignants qui vont venir sur place, ça peut provoquer soit un surinvestissement ou un surengagement, soit un désinvestissement. Ça va être très polarisé. D'un côté, ça va être super positif, on va y aller, on va tout nettoyer, on va aider la personne, ou de l'autre côté, non, je ne peux pas. Il y a une nuisance olfactive, c'est pas possible. Puis vous avez la couche de surface qu'on enlève, et après, quand vous avez, sur l'émission que j'ai pu entendre au niveau de personnes qui interviennent, il y a des couches qui c'est sédimenté, c'est comme des couches géologiques, avec des fois des odeurs, des choses qui se découvrent, des cadavres d'animaux, etc. Ça peut être assez surprenant. Donc il y a vraiment un vécu intense. Donc risque aussi d'épuisement professionnel, récurrence ou intensité émotionnelle, récurrence quand on travaille dans une entreprise qui nettoie par exemple les syndromes du Diogène. Le manque de formation sur le sujet, ce qui revenait par exemple, c'est qu'on fera au mieux. Quelque chose qui laisse les gens assez démunis, les intervenants. On se retrouve avec une montagne de déchets, il y en a des tonnes, on parle en tonnes, vraiment. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Avec une personne qui est là devant, c'est pas forcément évident quand on trouve un vrai Diogène. Donc pour terminer, c'est quand même un trouble complexe, multifactoriel, et qui recouvre dans sa forme plusieurs étiologies. Le terme de Diogène, ce serait pas forcément le plus approprié. Ça correspond pas vraiment au personnage de Diogène. Et donc, on le retrouve dans les classifications, entre autres dans le DSM, sous la forme de thésaurisation pathologique. Voilà. Ça fait beaucoup. J'ai essayé d'être bref. Je ne sais pas si vous avez des questions. Pour une fois, je te remercie parce qu'on est dans les temps de la présentation et ça va nous permettre d'échanger un peu. Est-ce que ça, si vous avez des questions,
parce qu'on parcourt un diaporama expliqué par Olivier, mais ça peut amener aussi des interrogations sur l'image que vous en faisiez ou des interrogations sur ce que vous avez vécu, ou des questionnements tout simplement qu'on peut faire ensemble. Donc, à vous de pouvoir rebondir. Moi, si le temps que vous réfléchissez, je vous laisse le temps. Il y a du monde en ligne ou pas? Non. Non, cool. Mais c'est enregistré, donc c'est bien. Oui, voilà. C'est beaucoup les AS, je crois, qui découvrent ce genre de trucs. Enfin, moi, tous les échos que j'ai eus, c'est des AS qui revenaient complètement traumatisés par une vie. Des intervenants de domicile. Ouais. Quelqu'un qui arrive et qui dit « Bonjour, j'ai un syndrome de Diogène », ça va interroger. Parce qu'on va dire en première intention, pourquoi on dit ça, de quoi, est-ce que c'est vrai? Mais souvent, il y a de la honte quand même. Soit, si on en a conscience, il y a de la honte qui est associée, mais une espèce de bulle hermétique qui est remplie de choses, de déchets, d'animaux, et ça reste là, quoi. Après, vous disiez qu'il y avait des gens qui pouvaient avoir une présentation tout à fait normale. Enfin, ça, on a du mal à l'imaginer parce qu'on voit plutôt quelqu'un de vraiment incurique et de sale et voilà l'image un peu de ce qui se passe chez lui. Et c'est ce que j'ai vu dans la littérature, effectivement. Dans les représentations, les projections qu'on a, on se dit, oui, c'est quelqu'un d'incurique. En fait, c'est une maison qui est envahie, donc il n'y a plus d'accès à la douche et tout, mais il peut y avoir des alternatives. Aller chez quelqu'un d'autre, ou quand même bien présenté, c'est possible. Enfin, c'est pas contradictoire de voir quelqu'un qui présente bien et qui aurait un syndrome de Diogène. J'avais lu un livre, je me souviens ni de l'auteur ni du titre, qui parlait d'un couple de frères qui vivaient ensemble dans une splendide maison de la 6e avenue à New York. Qui avait collectionné pendant des années, qui avait amassé des objets, oui. Ouais, et donc, un des frères est mort suite à une avalanche de livres et de journaux, et l'autre, je ne sais plus trop comment on l'a découvert, mais... Cette histoire, elle est connue. Oui, elle est très connue, oui. Et eux, par contre, c'était des accumulateurs qui amassaient des choses qu'ils trouvaient dans la rue. Et je crois qu'ils avaient, quand ils ont vidé l'appartement, ils ont retrouvé des objets assez insolites, me semble-t-il, avec... C'était une famille très... C'était un grand bâtiment avec plusieurs étages, hein, je crois. Ouais. Ça, c'est un cas qui est très connu, oui. Je sais qu'il y a... Enfin, moi, j'avais lu le bouquin, enfin, c'est une histoire qui est assez intéressante à lire. Et moi, j'avais une réflexion, peut-être que vous allez pas moi, mais sur le fait le principe d'aller plus vers nous dans la psychiatrie actuelle, aller vers les gens, aller au domicile, aller sur le terrain, nous amène justement à plus de rencontres avec des choses fortuites, comme tu disais tout à l'heure, Olivier. Et c'est vrai d'en parler, je trouve ça intéressant parce que ça peut nous préparer aussi à ce à quoi on peut être confronté sur nos visites à domicile, sur nos accompagnements. Et à ce que j'ai compris, Olivier, à tous les âges de la vie, avec pas mal de troubles. De ce que j'ai pu voir, oui. À psychiatrique. Donc, je trouve ça intéressant. Souvent, de toute façon, on en a au moins entendu parler au moins une fois. Et sans forcément voir le domicile. Il y a des collègues qui sont passés au domicile, qui disaient c'était comme ça. Ils décrivent des tableaux quand même assez... On s'en souvient, il y a un visuel qui est marquant. Maintenant, voilà, c'est quelque chose qui peut toucher plein de monde et on peut des fois aussi passer à côté parce qu'effectivement, on ne va pas au domicile. Ou alors, des fois, ça peut aussi déborder un peu en dehors du domicile quand même. C'est aussi une possibilité. C'est des choses qui se voient, un jardin très, très, très encombré qui va... Voilà. J'avais une autre question, sauf si vous en avez. Allez-y. Non? J'avais une question. Tu as présenté un peu donc les critères du DSM par rapport à cette thésaurisation pathologique, si j'ai bien compris. Qui c'est qui en avait déjà entendu? Qui c'est qui avait déjà entendu ce terme de thésaurisation pathologique? Ouais. Voilà. Bon, on n'est pas nombreux. Syndrome de Diogène, on l'a tous entendu. Enfin, ça fait sens. C'est même aujourd'hui dans le langage commun, c'est quelque chose qu'on projette, qu'on voit. Alors, thésaurisation pathologique, pas forcément.
Et justement, ma question portée là-dessus, c'est que à quel moment, parce que là, tu as parlé de certains critères, de certaines modes d'accumulation par pas avoir envie de jeter ou au contraire à récupérer. À quel moment on peut définir que c'est pathologique? Est-ce que tu avais des données là-dessus? C'est marqué. C'est marqué là. Alors, je vais te dire. Voilà, le critère D, hein, c'est toujours comme ça. On passe du normal au pathologique quand l'accumulation entraîne une détresse significative, professionnelle, sociale. Elle va être associée à la honte, elle va impacter la personne dans son quotidien. C'est là qu'on passe sur le pathos. C'est une altération du fonctionnement en fait, de la personne. Moi, j'ai une question. Est-ce que une personne qui a ce problématique-là, si c'est pas pathologique, enfin, si ça ne fait pas, c'est pas une problématique pour elle, est-ce que vraiment on va intervenir dans ce cas-là? Est-ce que c'est pas plus embêtant? Et où ça commence, où commence le Diogène? Est-ce que nous, on est qui pour Quand on va recevoir quelqu'un qui a un Diogène ici, alors, il faudrait voir sur les expériences qu'ont tous les soignants et plus particulièrement les médecins, mais il y a une personne qui peut être orientée pour un Diogène en première intention, probablement, et après, on va découvrir des choses. Parce que d'un seul coup, domicile, on se dit, mais non, il y a un problème, il faut qu'elle voie quelqu'un, cette personne. Le Diogène est un symptôme, tu veux dire. Exactement. Le Diogène est un symptôme, et après, il faut se poser des questions. Je pense qu'il peut y avoir plein de cas de figure. Hein. Moi, c'était interrogé parce qu'en fait, donc on avait reçu une patiente en addicto sur une durée de 2 mois. Et en fait, quand on a été découvert à domicile, bien sûr, on a compris qu'il y avait un syndrome de Diogène. Mais avant, en amont, on avait des signes qu'on n'a pas vus, en fait. Et donc, c'est a posteriori. Voilà. Et donc, après, on a fait une réunion clinique sur cette patiente et où on a pu décortiquer, etc. Et en fait, on s'est rendu compte qu'elle stockait, même à l'intérieur de l'établissement, elle avait un sac à main toujours avec elle, une espèce de gros cabas, il y avait des mégots, tout ça, etc. Elle avait mis le feu à son sac à main. À force de conserver même les mégots, etc. Et le psychiatre nous avait expliqué que, en fait, même si elle était partie en soins, le syndrome la suivait et qu'en fait, les habitudes de tout collectionner, de tout, etc., c'était son sac à main, c'était sa chambre, etc. Et quand après on a été voir dans sa chambre, et très rapidement, même sur 4 semaines, ça commençait déjà à être en compte. Et en fait, on s'était dit, on est passé à côté. Parce qu'en fait, c'est des petites choses. Mais en fait, il me disait, voilà, un patient qui garde les mégots dans un sac à main qui prend feu, ça doit déjà commencer à vous alerter. Oui. Donc, il y avait l'accumulation et le risque qui était associé. Oui. Et pour répondre à ta question, donc, dans ce cas de figure, on a quelqu'un qui change d'endroit, mais avec les mêmes habitudes. Donc, va sur un temps plus ou moins long, saturer à nouveau l'espace. Après, vous pouvez rentrer des fois peut-être chez des gens, des collectionneurs, hein, je parlais, le couloir est réduit parce que vous avez toute la collection des Paris Match depuis 1950, je ne sais pas. Puis il y a des paquets là qui s'entassent, mais tout est rangé, mais ça sature quand même l'espace, mais en même temps, on a quelque chose d'autre. Où c'est que ça commence le normal et le pathologique? C'est toujours une bonne question. Là, on est sur du pathologique. C'est clair. Bon, ma question, c'est quand on commence à conserver les excréments dans des bouteilles d'urine, tout ça, etc., qu'ils peuvent faire leurs excréments dans une baignoire, etc. Est-ce que ce n'est pas un niveau différent? De toute façon, il va y avoir action. Il y a un cas connu aussi, un Américain, Howard Hughes, ça vous parle? Oui. Le fameux milliardaire qui a terminé ses jours cloîtrés chez lui et justement... il gardait ses excréments, toutes ses bouteilles d'urine, etc., sur quelque chose qui était sûrement apparenté au Diogène. Hein. Voilà. Si on s'en rend compte, je dirais, bien sûr, il y a une action à avoir sur ça. Hein. Enfin, ça me paraît être du bon sens. Hein. Quelqu'un qui remplit d'excréments, déjà, ça va piquer les yeux. Quoi. Oui, mais il faut alors se poser la question de quelle est l'étiologie. Est-ce que c'est juste une thésaurisation pathologique, juste simple comme ça, ou est-ce que c'est, comme tu disais, ça peut dire de pathologie pour savoir, hein. Et ça peut être justement un élément supplémentaire sur justement notre raisonnement clinique de savoir
qu'est-ce qu'il y a à l'origine de ça? Bien sûr. Donc, Il va falloir un petit peu investiguer, voir ce qu'il y a derrière. Si c'est dû à des éléments délirants, avec un bon traitement, on peut arriver à faire en sorte que la personne soit dans un environnement où elle ne reproduise pas ça, probablement. Et puis, il faut aussi penser à elle, hein, parce que dans les Diogènes, ce qui ressort, c'est qu'il y a des personnes qui vivent le nettoyage, le désencombrement de leur maison comme un traumatisme. Parce qu'en même temps, ceux qui interviennent, ils vont tout prendre, hein. Ils ne vont pas faire la photo de mariage quand elle est sous 3 tonnes de papier. À mon avis, ils prennent tout. Je sais pas s'ils commencent à faire le tri, à discriminer tel truc, tel truc, tel truc. Donc, il y a quand même des choses de valeur et tout. Voilà, c'est compliqué. Si ça peut servir. Moi, je me rappelle de ça. Ah oui, bien sûr. Ça peut servir. Tout peut servir. Le prospectus, le cajot, tout peut servir. Je me dis, à quoi? Je ne sais pas, mais ça peut servir. Ça peut aller assez loin, puisque sur une des émissions, la personne rentrait par la partie haute de la fenêtre, on avait cassé un carreau, avec une petite échelle, et puis il y avait 40 cm d'espace du sol au plafond. Des années et des années d'accumulation. Quand vous arrivez là-dedans. Niveau épidémio, j'ai pas tout retenu, mais tu disais, est-ce que tu as le nombre de nouveaux cas recensés par an? Non, je ne l'ai pas eu. Tu l'as pas? Non, j'ai cherché. C'est connu dans la littérature, mais en même temps, il y a des choses qui restent quand même assez vagues. Voilà. Après, il y a des familles qui doivent camoufler ou compenser en fait en nettoyant, en essayant de jeter régulièrement. Après, c'est au cas par cas, et je pense que c'est de toute façon, c'est souvent des réflexions a posteriori de la découverte du constat. et ça peut être aussi dans une réflexion justement de risque. Tu parlais de démence, dans le cadre de la démence ou de la sénilité. Des fois, on se pose la question, est-ce que cette personne peut rester chez elle, va rester chez elle? Encore faut-il voir comment ils sont chez elle, en fait, j'ai envie de dire. Parce que ça peut être révélateur et ça peut nous donner des indications sur les choix à proposer et la capacité de cette personne à rester chez elle. Donc, il faut se poser la question aussi. Après, quand le terme a été proposé, c'était une étude où il y avait une description de 30 patients gériatriques. Ça, c'est vraiment dans la sphère gériatrique quand même. Mais ça sort de là. Voilà. Même si, sur le plan épidémiologique, elle semble être la plus représentée. Il n'y a pas d'études qui montrent à partir d'un événement précis qui ait pu se passer syndrome Diogène qui s'est accentué ou qui a. Je sais pas, c'est une question. Et j'ai vu que tu avais parlé de stress post-traumatique. Je pense qu'il peut y avoir un lien de cause à effet suite à un syndrome post-traumatique. Ouais. Ou comme on peut être impacté dans sa réalisation, hein, on peut être un peu déréalisé, un peu dissocié suite à un traumatisme. Il peut y avoir des signes qui perdurent, et notamment celui-ci, je pense. Hein. C'est un signe qui va déclencher ou accentuer un trait, probablement. Difficile d'avoir de grosses études sur ce syndrome Diogène. C'est tellement une étude nationale avec tous les cas sur un instant T pour pouvoir vraiment faire quelque chose. Or, c'est assez sectoriel. J'ai rien vu à l'échelle d'un pays. Ça veut dire qu'il y a la possibilité de faire une étude là-dessus. Il y a la possibilité de faire des études sur plein de trucs, Mathieu. Les publications surtout. Ça Les publications surtout. C'est ce qui est intéressant. Mais souvent, voilà, on a une idée, on voit très bien ce que c'est, mais en fait, il y a plus de ramifications que ce qu'on peut imaginer. Voilà, c'est ce qui serait peut-être à retenir comme conclusion. Il y a un truc, le syndrome Diogène, c'est un peu le pyramidion, c'est le sommet de la pyramide. Et quand on regarde les flancs, quand ça descend, en fait, il y a plein d'intrications, de causes multiples, de cas qui sont des singularités des fois par rapport les uns aux autres, etc., etc., etc. Avec quand même un tronc commun, je dirais. Et qu'est-ce que, émotionnellement, enfin psychiquement,
est-ce qu'il y a quelqu'un qui a expliqué un jour qu'est-ce que ça lui apporte d'être dans ce cocon, j'ai envie de dire presque de cet amoncellement d'objets, d'ordures ou d'animaux? Ça, c'est intéressant comme question. Je ne peux pas répondre à la place Non. des gens ou de ce que j'ai pas entendu ou de ce que j'ai pas forcément lu. Et il y a des gens qui le savent, s'il y a une intentionnalité. Il y en a d'autres pour qui il n'y a pas d'intentionnalité. Qu'est-ce que ça peut provoquer? C'est une bonne question. Peut-être qu'on trouvera une réponse. Interrogeons si on voit quelqu'un qui a eu un syndrome de Diogène pour voir. Maintenant, ce sera peut-être une exception, ça ne fera pas une règle non plus, mais ce sera toujours un point de vue. Mais c'est une bonne question. Hein. J'ai quelqu'un. Je n'ai pas forcément la réponse. C'est stable. Hein. Après, je suis un schizophrène. Et on pourrait renvoyer la question à cette partie de nous-mêmes qui, quelque part, accumule aussi. Pourquoi on garde des photos? Pourquoi on garde... Il y a des liens affectifs. Où est la limite? Où est la... On peut s'interroger nous-mêmes. Des fois, on peut se dire, mais peut-être qu'on a trop de choses à la maison, ou vous avez un enfant ou un proche qui arrive qui dit, mais pourquoi tu gardes tout ça? Enfin, c'est des questions qu'on peut nous poser. Ouais. Et nous de répondre pourquoi, justement. Parce que c'est rassurant de les avoir, parce qu'on ne les regarde pas, et puis tous les 2-3 ans, on peut jeter un œil dessus, et on sait que c'est là, c'est rassurant. Je n'ai pas forcément la réponse. Je peux qu'expérimenter ce que je ressens en gardant des choses, ou ce que nous ressentons quand on garde des choses de ce type-là. Et des fois, on en a un peu trop. Et ça fait du mal de les jeter. C'est cette partie-là qu'il faut peut-être interroger, ou quelqu'un, mais on n'en voit pas souvent. Je n'ai pas forcément la réponse. Parce que ça comble un vide, quoi. On est d'accord. Ah, c'est sûr que... Quand même, c'est un espace qui est assez restreint. Oui, la question. Après, ça comble vraiment un vide, pour de vrai. Oui. Mais après, intérieurement, probablement. Ouais. Je ne peux pas répondre à cette question avec... Moi, je jette tout, donc je pose un petit... Interrogeons-nous, je dirais. Mais ouais, c'est ça, c'est... Est-ce qu'on accepterait, là, quand vous allez revenir chez vous? C'est une question, je pense comme ça, ce que vous vous diriez. Allez, je vais vider tout mon garage, là, je fais table rase. Avec plaisir, oui, avec plaisir. Bon, ça, c'est un nouveau syndrome, c'est l'anti-Diogène. On ne ferait pas. Parce qu'on se dit non, mais ça a de la valeur. Oui. Ou ça, mais ça fait longtemps que ça peut servir. Si, par exemple, j'avais des broches à glace, vous savez, pour faire de l'escalade, là. Bon, ça fait 5 ans que je les ai jamais utilisées. Je me dis, maintenant, les broches à glace, avec le réchauffement climatique, je les ai revendues. Mais ça m'a fait un petit truc quand même. Elles étaient là, c'était rassurant. Si des fois il fait froid, je pourrais aller faire. Ça, c'est mon expérience. Mais je pense humainement, on partage cette expérience, une expérience humaine. On a tous notre petit truc, notre petit affect avec des objets, tout, sauf que là, ça s'emballe, parce que la personne... il y a plein de choses qui viennent se greffer. Je ne suis pas assez expert pour répondre à cette question. Je peux suggérer que des pistes. Mais elle est vraiment très intéressante. Ça donne envie de faire le ménage chez soi quand même, là, non? Ou éviter notre moitié à le faire. C'est une bonne idée, j'avais pas pensé. Ce point de vue est très bien. Ah, vraiment. Je rigole. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, d'autres interrogations. Non, mais c'est comme on disait, s'interroge, ça fait lien avec des situations vécues ou des situations que chacun rencontre dans son propre giron. C'est quelque chose, on l'a tous. Oui, à différentes échelles, bien sûr, mais ça interroge, ça questionne. Et c'est vrai que chez les personnes âgées d'après-guerre, c'est une génération où tous les... Il y a un coup dur. Oui. Ouais. Et puis, Oui, garde, mais je peux avoir besoin de ça. Derrière, il y a une espèce d'atavisme qui ressort là avec le papier toilette pendant le Covid. Il y avait un souci d'accumulation de certaines choses. Je le souvenir, mais ça c'est un peu différent. Il y a un contexte déclencheur qui déclenche, à mon avis, des choses qui sont de l'ordre de l'instinct de survie. Premier conflit avec l'Irak en 91, le truc qui m'avait marqué, il n'y avait plus de sucre, il n'y avait plus d'huile, et plus de pâtes. Peut-être une petite coquillette qui traînait, qui était sortie du paquet, mais je m'étais dit, waouh, ça te reçoit le coup. Mais ça, c'est peut-être autre chose. C'est l'instinct de survie, c'est
on sent qu'une période plus dure va arriver, donc on prévoit d'accumuler certaines choses qui nous permettent de survivre en conséquence, aux dépens du groupe aussi, ce qui est intéressant. Qu'on voyait une personne âgée, hein, j'en ai vu, qui sortait avec un caddie rempli de papier toilette. Ça, mais c'était magique. Mais, si vous en laissez à d'autres personnes, vous videz pas les stocks, comme ça il en reste. On a envie de lui dire, mais non, c'est encore autre chose, peut-être. Voilà. Après, les laisser chez soi et puis après leur usage, les mettre de côté et pas les mettre où il faut, dans, je dirais, la cuvette des WC qui est prévue à cet effet, c'est autre chose. Là, c'est plutôt du Diogène. Ce serait du Diogène.